Le plaisir est immense ce matin de vous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Soyez les bienvenus, madame, messieurs. Nous sommes le jeudi 16 juin 2022. Le plateau de l'équipe Choc dont rentre pour ce matin dans une dynamique toute particulière puisqu'on fera le tour de l'actualité des réseaux sociaux à 11h00 00 minutes, pas une seconde de plus. À 10h30, ce sera le rendez-vous consacré à la colère de Charles Hamel. Et puis on va commencer tout de suite dans un court instant, quelques secondes seulement, avec l'histoire du jour. Restez avec nous puisqu'à 11h30 ce sera le rendez-vous d'interpellation avec le micro et la caméra qui sont baladés dans les rues et ruelles du Cameroun pour recueillir vos idées nouvelles, vos propositions, mais surtout vos suggestions pour un Cameroun meilleur, puisque l'émission que vous regardez se bat tous les matins à faire que le Cameroun puisse trouver un chemin qui soit le meilleur chemin possible pour tous les Camerounais, dans un contexte où de nombreux Camerounais subissent le contre-coup de la vie chère. L'équipe Choc est donc en place. D'abord vous, monsieur Charles Hamel Batchou, bonjour à vous. Bonjour monsieur Eric Fokoussi, bonjour à tous les téléspectateurs. Avec nous également sur le plateau ce matin, Isabelle Carole Zoupet, bonjour à vous. Bonjour Eric Fokoussi, bonjour aux autres. Voilà, donc Isabelle Carole Zoupet qui est bien en place, qui va également être notre interface pour vos différentes contributions, vos réactions, vos messages aux différents sujets que nous mettrons sur cette table ce matin. Avec nous également sur ce plateau ce matin, Bombok Bengan Kanje. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Foposi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Nous sommes bien le 17... Non, le 16. Le 16 juillet. Juin, pardon. Oui. On parlait de Soweto, certes, mais moi je suis en 1983. Écoutez bien ce que disait le président de la République, Paul Biya. À cette période-là, il était devenu président de la République, vice-président de l'Union nationale camerounaise. Il avait fait le tour des 7 provinces et il avait terminé par Yaoundé. Il a dit ceci, je cite: je crois que par-delà les considérations de personnes, il faut d'abord noter que la cloison n'était pas étanche entre l'État et le parti, surtout dans les instances dirigeantes. En effet, au comité central, au bureau politique, siègent beaucoup de membres du gouvernement. Ça n'est-il le cas aujourd'hui? Effectivement, vous allez remarquer. En ce qui concerne les prérogatives du parti et de l'État, je dois dire que jusqu'ici, le problème ne s'était pas posé puisque mon prédécesseur cumulait les fonctions. Aujourd'hui, je dois dire qu'en ce qui concerne la Constitution, qui dans la hiérarchie des normes juridiques est la règle la plus élevée, il est dit que c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Quand il s'agit donc d'appliquer, de définir la politique du gouvernement, c'est incontestablement le rôle du président de la République. La même Constitution dispose que les partis et les formations politiques concourent à l'expression du suffrage universel. On sous-entendait qu'il y avait plusieurs partis, mais il n'y en avait qu'un seul. Ce texte, qui est la loi fondamentale du pays, définit assez clairement ses compétences de l'État et du parti. Et en définitive, il n'y a pas réellement d'opposition ou de bicéphalisme, mais une division du travail et une complémentarité pour la promotion d'un même pouvoir au Cameroun. Fin de citation. Aujourd'hui, alors où lui cumule, on fait comment? Est-ce qu'il y a les membres du gouvernement au sein du comité central et du bureau politique? Moi, j'ai dit oui. Il le fustigeait à l'époque. On est revenu au statu quo ante. Merci. Voilà, Bombok, je suis très heureux et d'ailleurs ceux qui nous regardent également ce matin le sont. Davantage se rappelle mémoire de 1983. Je rappelle, on est 1 an ou quelques mois seulement après l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême. Et c'est important de voir comment le président Paul Biya a arraché le pouvoir au fur et à mesure, puisqu'on voit très bien que là encore, il répondait à cette fameuse prééminence du parti unique, l'UNC à l'époque, sur l'État. Donc il rappelle la Constitution en disant que le président
de la République est le garant de la politique de la nation, alors que le président Ahidjo pensait que c'est le président de l'UNC qui devait définir cette politique-là. C'est très intéressant. J'imagine que demain, on aura encore quelques autres éléments. Absolument. Voilà. Avec nous également sur le plateau ce matin, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour à vous. Bonjour Eric Fogoussi, bonjour aux téléspectateurs. Et donc, votre regard et le mien se croisent, je comprends. Mais ce qui est plus intéressant ce matin pour ceux qui nous regardent, c'est bien l'histoire du jour. C'est une jeune femme qui nous écrit pour nous présenter l'histoire de son grand frère, dit-elle, qui subit le destin qui lui a été imposé, c'est-à-dire son mariage. En effet, il y a de cela 16 ans, mon feu papa décédé en octobre 2020 a apprécié une jeune femme locataire dans notre concession. À l'époque, la jeune femme avait 26 ans et mon papa s'est rapproché d'elle et il lui a proposé d'épouser mon grand frère qui, lui, à cette époque-là, avait 28 ans. Il avait déjà un travail et c'était un bel homme dont toutes les femmes tombaient amoureuses. Sans glisser. Ouais. La belle-sœur a accepté cette relation et papa a appelé mon grand frère pour lui parler. Mon grand frère n'a pas accepté cette proposition et comme mon grand frère n'a jamais été maître de ses décisions, que ce soit le travail, il a été imposé par papa. Papa lui a dit, si tu n'épouses pas cette jeune femme, tu ne seras plus mon fils. Et il était prêt à remettre l'acte de naissance à mon frère et à le renier. Mon grand frère n'a pas eu d'autre choix que d'accepter d'épouser cette jeune femme. Papa a tout organisé. Il a tout fait pour le mariage, toqué porte d'hôte, mariage civil, mariage religieux. Papa a tout fait dans la vie de mon frère après son mariage, ration, la layette des 4 enfants qu'il a fait avec cette femme. Il faisait toujours les trousseaux, parfois même la scolarité, c'était papa qui payait. Le couple a toujours eu des problèmes, genre, cette femme se plaignait toujours de ce que mon frère, son mari, ne la regardait pas comme une femme, ne la touchait que lorsqu'il fallait qu'elle soit enceinte. Donc, si on récapitule, elle a 4 enfants, ils ont entretenu des relations intimes au minimum 4 fois, ce qui a conduit à la naissance de ces 4 enfants. Jusqu'aujourd'hui, ils font chambre séparée. Tout ce problème du vivant de papa, il a essayé d'arranger à sa façon, mais le problème aujourd'hui, c'est que mon frère mène une double vie. Il a une autre femme, je ne le sais pas parce qu'il me l'a présentée, mais parce que j'ai fini par découvrir qu'il a une femme avec qui il vit, avec qui il a des enfants, et il a abandonné la femme que papa lui avait épousée pour lui. Aujourd'hui, la maman de cette femme a contacté notre mère. Je rappelle que nous sommes dans un foyer polygamique et qu'il est l'enfant d'une autre femme, mais c'est mon frère. Elle a contacté notre maman pour dire à notre maman qu'elle est fatiguée de ce que sa fille est en train de subir chez nous. Si mon frère ne veut plus de sa fille, il faudrait simplement que on lui dise et qu'elle vienne prendre son enfant. Ça fait plusieurs mois, mon frère est parti de la maison. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Il ne répond pas quand on l'appelle. Il n'appelle non plus cette femme. Et on ne sait pas. On ne sait plus quoi faire de cette autre femme-là. Franchement. Vous dites franchement, Dominique Audrey, vous avez depuis quelques jours une façon très engagée de déclamer l'histoire. Pas que je vous le reproche. Vous savez, normalement, lorsque vous déclamiez les histoires à l'époque, vous étiez dans une forme de neutralité, vous restiez objective. Mais désormais, quand vous donnez l'histoire, on sent que vous avez un angle de tir clair et net. Et vous terminez avec, comme un sceau, comme une sentence d'une juge qui donne déjà sa décision. Non, plus sérieusement, je vous taquine un tout petit peu, rassurez-vous, c'est pour détendre un peu l'atmosphère, parce que ça semble un peu crispé. Quand vous déclamez l'histoire, il va falloir qu'on revienne un tout petit peu dans une atmosphère assez détendue. Bon, Bengan, y a-t-il des choses à reprocher à ce jeune homme qui semble avoir subi le choix
de son papa, un choix qu'il a accepté à contre-cœur et qui se révèle par la suite être pour lui un vrai fardeau, un vrai calvaire, et il n'a trouvé d'autre moyen que de se plonger dans la débauche. Qu'est-ce qu'il y a à lui reprocher, où il n'y a rien à lui reprocher? Avant d'arriver au garçon, je commence par celle qui déclame l'histoire. Est-elle mariée? Est-elle heureuse dans son mariage? J'imagine que elle, son papa ne lui a pas cherché. Non, mais c'est de l'ingérence, c'est clair. Bon, fustige l'ingérence, elle s'ingère. Non, elle ne s'ingère pas. Ah ouais. Elle ne sait rien des problèmes de la famille. Je répète, elle ne sait rien de l'organisation d'une famille. Elle ne sait rien. On peut comprendre qu'elle a des affinités parce que dans la famille, il y a des affinités des uns vers des autres, plus et tout, mais elle ne nous dit pas. Lorsque vous êtes en famille, prochainement vous postulez, ça vous dit, vous êtes dans le Capharnaüm parce que vous avez obéi aux décisions de papa. Moi, j'ai pris ma décision. Regarde comment je suis heureux. Tu n'as pas. Voilà comment on réfléchit en famille. Parce que en famille, le salut est collectif, il n'est pas individuel. Maintenant, je reviens au garçon. C'est la femme que papa t'a choisie qui va porter ta famille. Cher ami, je ne le savais pas, ce sera comme ça. Si vous voulez apporter votre individualisme, je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas. Tu vas voir, tu verras. Porter la famille comment? Je n'ai pas bien compris. Quelle est l'organisation que papa a imprimée à la famille? C'est là, c'est-à-dire que lorsque vous avez des parents, vous les regardez, ils laissent une certaine organisation, il dit, quand il vous inscrit à l'école à 3 ans et demi, il ne demande pas votre avis. Quelquefois, vous pleurez même. Vous vous accrochez sur papa ou maman qui vient vous laisser à l'école. Finalement, il vous laisse dans la cour des enfants ou des gens que vous ne connaissez pas. Vous pleurez. Mais après, vous commencez à lui dire, mais moi, j'ai fréquenté. Vraiment, d'aujourd'hui, je ne peux pas. Mais c'est lui qui t'a mis là, où tu ne savais même pas où tu allais. Lui savait. Mais maintenant, parce que vous avez atteint un niveau, vous estimez que vous voyez plus loin. Peut-être. Parce qu'on dit qu'un jeune qui a traversé 100 villages est l'égal du vieux qui a vécu 100 ans sur place. Mais est-ce que vous êtes donc sûr que vous avez traversé autant de villages que votre papa? Est-ce que c'est ça qui reste dans la tête de nous? On pense que nous on est là, on ne progresse pas, on ne voit pas. Mais au moins, il a votre maman, il a créé, épousé une famille. Qu'est-ce qu'il reçoit de ses parents, de ses grands-parents? C'est pour ça qu'on vous demande toujours de déclamer votre arbre généalogique. Connaissez votre famille du côté de papa comme du côté de maman. Vous allez découvrir des choses qui vous mènent à un imaginaire collectif au sein de la famille. Et vous comprendrez après pourquoi on vous demande de prendre telle option ou telle autre. Mais si vous venez avec du sens de je ne connaissais pas, et moi je vous dirais, on n'épouse pas la personne qu'on aime. On apprend à aimer. On n'épouse pas la personne qu'on aime. Vous vous engagez. Au moins la personne qui nous attire. Je vous dis. Physique. Bon, on peut pas. Justement, c'est là. C'est cette attirance. Parce que si une personne ne vous attire pas, bon, vous êtes quand même. Il y a quand vous dites attirer veut dire quoi? Mais on parle de sentiments, vous comprenez ce que je veux dire? Je ne vous explique pas. Je dis que sur le plan physique. On commence, cet enfant ne sait pas qui il est, ce garçon, je termine par là. Oui. Est-ce que c'est son père qui lui a dit on ne fait l'amour à la femme que lorsqu'on a besoin de faire nos enfants? Ça veut dire qu'ils appartiennent à une famille des initiés. D'accord, très bien. Ils appartiennent à une famille des initiés. Pourquoi lui ne choisissait que là? Ça veut dire que quelque part, il a obéi aux orientations de papa qui lui dit, nous sommes des initiés. Les relations sexuelles, ce n'est pas seulement des choses comme ça, là, les amours. Relation sexuelle veut dire... Procréer. Procréer. Non. Et c'est mais tout. maintenant, la femme a le plaisir
à avoir une relation sexuelle. C'est-à-dire que ça tisse les relations, ça tisse mais ce n'est pas du tout. Donc il a obéi un peu parce que c'est une famille d'initiés. Mais de l'autre côté, vadrouillé par sa sœur, et tu me dis à ta sœur, et elle dit maintenant qu'elle m'a présenté une copine elle connaissait, c'est même elle qui est derrière tout ça. Ça veut dire qu'elle avait sa copine à elle, qui voulait que son frère prenne, il n'a pas pris. Et papa est donc venu s'incruster dans les choix, dans ses choix qu'il voulait donner à son frère parce qu'ils avaient commencé leur série avant et tout. Voilà le problème. Mais l'essentiel, il faut aussi déclamer votre arbre généalogique tant du côté de papa que du côté de maman. À ce moment-là, vous allez percevoir l'imaginaire collectif qui encadre la famille et c'est ça qui vous amène vers l'harmonie et le bien-être. Les problèmes de cœur, ça peut se cultiver. D'accord. En tout cas, ce que vous dites d'ailleurs est renchéri par de nombreuses autres personnes qui disent clairement que les problèmes de cœur, le cœur c'est passager et que c'est une vie que l'on construit lorsqu'on choisit de se marier. Alors Isabelle Carole Zoupette, c'est une problématique assez particulière sur ces mariages qui sont entre guillemets arrangés. Je préfère être prudent là-dessus, sur le choix que l'on fait soi-même de son futur conjoint ou le choix qu'on fait faire pour nous, pour le futur conjoint. Quelle est votre position sur cette affaire? L'idéal, c'est de faire ses propres choix, soi-même. L'idéal, c'est de choisir, de porter son fardeau et de choisir la taille de son fardeau. Vraiment de pouvoir assumer, de pouvoir dire que ok, d'accord, voici la personne que je choisis pour partager ma vie. Maintenant, si votre papa estime que voilà, il y a telle femme, il faut que tu l'épouses, moi je crois que c'est une proposition que le père devrait faire et non imposer cela. Ça veut dire que jusqu'à son dernier souffle, le fils devait dire au père: je ne suis pas d'accord, je n'aime pas cette femme, je ne peux pas l'épouser. Parce qu'au lieu d'épouser une femme que vous allez faire souffrir, parce qu'en la faisant souffrir, vous aussi, l'homme, vous souffrez également. Parce que si vous êtes sur le même toit avec quelqu'un avec qui vous ne partagez rien, avec votre intérieur devient un enfer. Pourtant, la maison, c'est l'endroit par essence qui devrait être le plus paisible pour chaque personne. Mais si votre maison dorénavant devient un enfer, je ne vois pas comment vous allez avoir un sourire. Donc je me dis, il devait tout faire pour convaincre son père et lui dire: je ne suis pas d'accord de ce mariage. À la mairie, il y a toujours le moment des consentements. C'est une étape extrêmement importante. C'est-à-dire que, mais avec vos strass, paillettes, déco, vêtements et tout, le maire demande toujours: est-ce que vous voulez épouser telle personne? Donc c'est pour avoir votre consentement, parce qu'on est conscient de ce qu'il y a des personnes qui arrivent à la mairie sur recommandation. Parce que c'est elle qui t'a envoyé. Bon, c'est mon père qui m'a demandé de me marier. Bon, je me marie. C'est ma soeur qui m'a obligé de me marier. C'est ma tante qui a dit que si je n'épouse pas l'homme-là, vraiment, je sors de chez elle. Donc, je suis obligée d'aller. C'est pour ça qu'on s'arrête toujours au moment pour prendre le consentement des deux personnes qui veulent s'unir. Alors, vous n'êtes pas d'accord, n'épousez pas la personne. Ils ont 4 enfants, c'est-à-dire il ne vient vers la femme que lorsqu'il va avoir un enfant. Ça veut dire que la dame ici est considérée comme un objet sexuel. Et puis la dame en question aussi, moi je ne suis pas d'avis qu'elle, parce que je ne peux pas supporter rester avec un homme, être marié, ne pas être marié, être amoureuse et être seule dans son film. C'est-à-dire que autant mieux savoir qu'on n'est pas marié, qu'on mène une vie de solitaire et s'en tenir à ça, au lieu d'être sur le même toit avec un homme qui ne vous gratte le dos que lorsqu'il veut un enfant, ou alors prend un calendrier pour attendre votre période féconde et venir toquer à votre porte. En dehors de ça, vous ne faites rien d'autre. L'enfant qui arrive, l'enfant qu'on conçoit, dans quelles conditions? L'amour, la période de grossesse, l'accouchement, élever l'enfant, on le fait comment si on n'est pas en symbiose? Ça veut dire qu'elle gère même ses grossesses seule. Elle ne peut pas faire de caprice ou elle ne reçoit aucune affection de la part de son mari. Moi, je crois que c'est un supplice et elle aussi ne devrait pas accepter qu'une telle situation perdure. Quand vous entrez dans cette maison et vous vous rendez de ce climat qui soit délecteur, prenez vos claques et partez. N'ayez jamais peur de recommencer, surtout lorsque vous avez de bonnes raisons de le faire. Alors, Chalamel, monsieur Bachou, permettez-moi de mettre le monsieur parce que la question que je m'apprête à vous poser est une question qui risque de nous séparer. Voilà. Est-ce que, dans le cadre de l'histoire de ce jour, est-ce que la fameuse théorie qui est de vous, ce qui est fait
sans vous, pour vous et contre vous. Est-ce que cette théorie s'applique ici? Non. Comme par magie. Non. Le père a eu une discussion avec la dame, la femme. Il a eu une discussion avec son fils. Il n'a pas programmé le jour du mariage. Ils ont d'abord pris le temps de goûter le fruit défendu. Donc, on ne peut pas dire que ça a été fait sans vous. Ils étaient consentants. Est-ce que tu as goûté? Oui. Ça te plaît? C'est bon. Est-ce qu'elle est bien? Oui. On peut aller? Oui. Alors, qu'ils ne viennent pas nous raconter. Non, il dit qu'il y a une menace. Non, je dis, écoutez, On a obligé à écoutez, épouser la fille. Écoutez. A-t-il discuté avec son père sur les mobiles, les raisons pour lesquelles, papa, tu dis que je vais épouser cette femme. Qu'est-ce qui te plaît en elle et que dont tu es sûr que ça pourrait. C'est une conversation. Parce que le père qui vient en ami. Vous avez traversé l'étape d'esclave, disciple, vous êtes amis. Est-ce que le fils a causé avec le père? Ça, il ne nous l'a pas dit. Et je doute. Je doute véritablement, parce que quand on écoute cette histoire, je doute. La première fois, elle peut glater le dos conception. La deuxième fois, mais attendez, la troisième fois, arrêtons quand même ça. À aucun moment, elle nous a dit qu'elle a marqué un temps d'arrêt pour causer, interpeller la famille, interpeller même le père. Non. Elle est introspective, elle vit tout en son profond. Elle ne partage pas. Elle n'est pas mariée et je rejoins maman. Cette femme n'est pas mariée. Elle est dans sa bulle. Elle est dans une bulle. Ça. La femme. La femme du monsieur? Oui, elle est dans une bulle. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée, elle est dans une bulle. Donc, celle qui raconte, je pense La sœur. je pense qu'elle elle avait un autre plan qui n'a pas fonctionné. C'est la raison pour laquelle elle souhaiterait qu'on l'aide. Ça peut être même elle qui, de loin, Qui a monté la deuxième femme qui est là? voilà, pour créer un désordre dans ce foyer. Parce qu'à aucun moment, on ne nous dit qu'il y a eu assise. À aucun moment, il n'y a eu discussion, Elle dit que débat. la maman de la mariée a appelé leur mère pour leur Je dis dire que assise. je dis vais assise. libérer ma fille. Elle le Puisque dit à ma quel fille est en train moment? de Je dis souffrir. assise. Elle n'était pas au courant. Ça Non, fait fermer je la dis bouche. assise. C'est pour ça que je dis que l'épouse est introspective. Elle n'est pas mariée. Parce que vous ne pouvez pas être dans un couple, vous ne communiquez pas, M. Fokoussi. Elle ne communique pas. Ça veut dire que, et vous savez, l'un des... C'est sa belle-sœur qui estime qu'elle est malheureuse. Voilà. Parce que Mais Chalamel, Marie a disparu depuis vous êtes un longtemps. bantou. Ouais, Vous êtes un bantou, hein? faire comme ça. Je vous suis. Vous me suivez? Mais nous, on Vous êtes- n'abandonne pas les femmes. vous êtes un bantou. On n'abandonne pas les femmes. Donc un bantou, il est interdit à un bantou de choisir sa propre épouse. C'est un fait. Hein? C'est un fait que c'est la famille qui décide, Qui choisit. qui choisit. C'est pas moi. Moi, mes deux épouses ont été... Puisque c'est la famille qui part discuter, je ne parle pas. Je ne parle à aucun moment. On ne choisit que si vous acceptez qu'on choisisse. Parce que si vous vous opposez à ça, on ne va pas vous mettre une corde au cou. Mais comment l'on gère le bantou quand il voit une femme qui lui plaît? Il pose le problème à la famille. Quand je rencontre une femme... Écoutez, moi je pose des questions. Non. Comment vous venez? Excusez-moi. Monsieur Fopoussi, Tu as Oui, des allez-y. sœurs, tu as ta maman, tu as Monsieur des sœurs. Fopoussi, Oui, lorsque vous rencontrez une femme, qui vous plaît? vous la présentez d'abord à vos cousines. Voilà. Si elles apprécient, vous allez vers les cousins. Si les cousins apprécient, vous allez vers les tantes. Après les tantes, vous commencez à rentrer dans la maison. C'est un processus. Maintenant, si le père dit stop, que voici... Non. Le père, on vient vers le père lorsque ça a cuit. Voilà. Le mariage, c'est la cuisine. C'est la cuisine. Lorsque ça a Mais cuit. il peut dire que comme ça a cuit là,
Vraiment, sachez qu'avant que vous n'arriviez, moi, j'avais mon plan depuis au moins 5 ans sur ce garçon, avec tel, comme il a fait, comme dans les choses. Ce n'est pas le jour là qu'on vient dire que voilà sa femme. Dès les premiers jours, on dit, ah, elle vient chercher, faut possible. Et dit, ah bon, elle c'est qui? C'est dès ces premières heures qu'il peut dire le fond de sa pensée. Mais on ne veut pas lui dire que c'est elle qui va épouser. Non. Ça a cuit. Maintenant, on prépare le père. On l'amène à adhérer à notre projet. D'accord. Donc ici, vraiment, cette fille doit se remettre en question. Elle ne vit pas le mariage. Elle n'est pas mariée. Les deux d'ailleurs, les deux filles ne sont pas dans l'optique de la vie en famille. Non, mais ça, c'est trop facile ce que vous dites. Non, c'est pas facile. Le père a fait son choix. Vous allez donc désobéir au père en vous séparant de cette fille? Non, on veut dire ceci. Oui. Les deux filles, autant la sœur du garçon que la femme mariée, elles ne sont pas dans l'optique de vie familiale. Elles ne sont pas. D'abord, la femme mariée, qui semble être triste. Et c'est sa belle-sœur qui appelle sa propre maman. Comment vous dites ça? Elle-même vit quoi? Non. D'accord. Non. Alors, Dominique Audrey... ce n'est pas la sœur du mari qui a appelé la mère de la mariée. Oui, c'est la mariée elle-même qui a appelé sa... Oui, Et elle a appelé sa mère et c'est là appris. que sa mère a été au courant et elle a appelé maintenant son beau-fils pour lui dire que la mère de son beau-fils pour lui dire que vraiment j'apprends que ma fille souffre comme ça, le mari a disparu depuis des mois, elle souffre ci, elle souffre ça, elle souffre ça. Si vous ne voulez plus de ma fille, dites-moi et je viens prendre mon enfant tout simplement. C'est une fausse histoire. Mauvaise formule. C'est pas donc ce n'est pas la sœur du mari qui non, c'est une mauvaise formule. Même si c'est ça, par téléphone qu'on gère ces choses-là, si ta fille te dit qu'elle souffre, et c'est par téléphone, ma fille souffre trop, si vous ne la voulez pas, je viens la prendre. C'est comme ça que ça, c'est ça les moi je comprends, jusqu'à ce que la fille ait 4 enfants. Sa mère ne sait pas le malaise qu'elle a dans son couple. Généralement, quand une femme donne naissance à un enfant, la maman vient à la maison. La maman assiste. La maman voit comment son beau-fils se comporte. Elle voit comment l'ambiance, le climat qu'il y a dans la maison, les choses qu'elle aimerait chuchoter au beau-fils de rectifier ou à sa fille. Donc, moi, il y a quelque chose qui n'est pas dit dans cette histoire. Ouais. Il y a un non-dit quelque part. Parce que, non, il y a un non-dit, Eric aussi. 4 enfants, c'est pas 2 enfants, c'est pas un enfant. Et 4 enfants, on ne veut pas 4 enfants. Non. On ne veut pas 4 enfants. Non. Tout n'est pas dit. Il y a un non-dit quelque part. On vous dit qu'il y a un papa, on vous dit qu'il y a un papa gourou. Vous pouvez le faire. Non, vous savez, Monsieur, vous savez qu'il y a des pères gourous. Monsieur, Faupoussi. Ça existe. Et il exerce un pouvoir spirituel sur vous là. Et si c'était le prétexte cherché par le mari pour qu'il assise, il disparaît de moi. Parce qu'il veut. Il provoque. Il provoque, oui, une assise. Une assise, d'accord. Et si c'est la fille qui chassait son mari par ses attitudes et ses comportements? Et si c'est la femme qui n'était jamais disposée sexuellement à son mari? Personne ne sait. Non, on le sait. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un non-dit quelque part. D'accord. Parce que même si vous n'êtes pas dans un couple, si vous passez un week-end chez quelqu'un, vous êtes capable quand même de décrypter quand même l'atmosphère qu'il y a. Donc la maman elle ne s'est jamais rendue compte de ce que sa fille souffrait dans son foyer. Non, et elle appelle au téléphone pour régler un problème. Dominique Audrey, c'est trop léger. Quel est votre propos là-dessus? Oui, avoir des sœurs dans des foyers polygamiques qui prennent sur elles, qui prennent à cœur le problème de leur frère d'une autre mère, c'est très rare. Je veux dire que elle a un intérêt qu'elle ne dit pas. Pourquoi c'est cette fille qui pose le problème? Elle, son problème, c'est lequel? Ça aussi, il faut le savoir. Son problème, c'est le suivant. La maman ne peut pas écrire à Equinox. La maman ne peut pas taper Yengel avec Dominique Audrey sur Facebook pour m'envoyer l'histoire. Conséquence. Mais elle peut convoquer la famille pour une assise. Conséquence, elle demande à la fille, fais ça, écris. On a vu des parents qui sont passés par leurs enfants pour poser les histoires. Moi, je ne verrais aucun mal à ce que mon petit frère prenne sur lui d'envoyer un problème par lequel je peux passer de façon anonyme à quelqu'un.
pour que je puisse avoir un problème. Non. Je ne vais pas, à aucun moment ça n'amoindrit, ça ne voudra pas dire que mon petit frère aura un intérêt particulier à le faire. En famille, on est censé pouvoir porter les problèmes de nos frères. Je crois que c'est ça la définition même de la famille. Donc c'est bien déjà qu'elle ait pris sur elle, ou du moins avec la maman, d'essayer de trouver une réponse à donner à la belle-mère de leur frère. Et il faut dire que malheureusement, la femme qui est dans ce foyer aujourd'hui, elle respecte typiquement ce qu'on lui dit, ce qu'on dit généralement sur ce plateau. Les problèmes que vous vivez dans votre foyer, n'en parlez pas. Vous ne devez pas exposer, votre mari à votre famille. Si votre mari a certains agissements, vous ne devez pas aller le dire. Vous ne devez pas aller le dire à votre famille de peur que votre famille change le regard. Ça, c'est ce qui est dit généralement ici. Et je crois qu'elle est dans cette optique. Mais maintenant, il faut donc dire aux uns et aux autres que lorsqu'on est dans une relation ou bien quand on est dans un foyer et qu'on traverse un certain type de problème, il y a tout de même une méthode par laquelle il faut procéder pour pouvoir trouver des solutions à ce problème-là. Cet homme ne vient vers vous qu'au moment où il faut faire une procréation parce que son père lui a certainement dit « Fais des enfants, je vais m'en occuper ». La preuve, on nous dit il s'occupe des layettes, il s'occupait des pensions, il s'occupait de la ration parce que son fils lui a dit « Papa, je ne veux pas de cette fille. Mais puisque tu m'obliges à l'épouser, tu vas t'occuper d'elle, moi je ne vais pas la gérer. » Il reste dans ce même ordre d'idées et dire aux parents qu'il faut tenir compte de la vie de vos enfants. Oui, vous voulez que vos enfants se marient. Oui, vous voulez que vos enfants soient. Mais au final, ce n'est pas vous qui allez vivre cette vie-là. Ce n'est pas vous qui allez vous retrouver dans ces mariages parce que lorsqu'il subit ou bien lorsqu'elle subit ce qu'elle subit dans ce foyer, vous ne pouvez même pas ressentir les 3/4 de ce par quoi la personne est en train de passer. Donc, il faut tenir compte de la sensibilité de vos enfants avant de leur imposer vos choix à vous. Il faut que les parents arrêtent de transposer leurs envies, arrêtent de transposer leurs rêves, leurs projets, leurs projections sur leurs enfants parce que oui, on est peut-être vos enfants, mais on a également nos propres aspirations. Vous pouvez ça, c'est un plaidoyer, monsieur Fopouchi. C'est un plaidoyer. Vous pouvez avoir envie. Vous pouvez être à même de corriger des choses. Depuis le sujet est terminé. Hein? Bon, le sujet est terminé. Alors, je voudrais juste... On a gouroussé, parce que c'est un papa gourou son fils. Mais est-ce que le papa a gouroussé, permettez l'expression, sa belle-fille aussi? Voilà. Est-ce qu'on a déjà dit sur ce plateau? On va revenir aux besoins là-dessus. La fille aussi a été dans le cadre des messages. On va revenir là-dessus. Dans le cadre des messages. On va s'arrêter là pour l'histoire du jour. Madame, monsieur, restez avec nous. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la détérioration du revêtement extérieur du stade d'Olembe. Au lendemain de la CAN qui s'est déroulée dans ce pays, la CAN 2019, nombreux sont ceux qui ont pu constater que les écailles de pangolin tombaient. La toile s'est enflammée. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, sur haute instruction du chef de l'État, s'est rendu sur les lieux, histoire de dire que les travaux devaient continuer, les réhabilitations devraient être achevées. On a validé le projet, se disant qu'à la va-vite, on avait fait certaines choses parce qu'il fallait absolument que tout se passe pour le mieux. La saison de pluie est déjà là. Et il pleut des cordes à Yaoundé, et il pleut des cordes à Douala, et la pluie est là avec son lot de désagréments, tels qu'inondations et j'en passe. Sauf que la pression avec laquelle elle tombe, davantage fait réfléchir au sujet de ces écailles de pangolin au stade Olembe.
haut du stade Olembe, parce que, dit-on là-bas, les techniciens ont fait comprendre que ces écailles étaient accrochées sur des câbles et agrafées. Pour le faire, il fallait dérouler des sections, bref, reprendre le travail, chose qui n'était pas aisée. Ils ont pensé continuer d'abord avec ce qui était des travaux et revenir. Sauf que chaque jour qui passe, des points d'interrogation ne cessent de se poser. À quel niveau se situe, d'après les instructions du chef de l'État, donné au ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, le revêtement extérieur du stade d'Olembe, quelques semaines seulement après les interpellations, les multiples interpellations et même du ministre du Sport, moins les combis. Les dégâts que subissent le revêtement extérieur du stade principal du complexe sportif d'Olembe à certains endroits préoccupent. Les écailles de pangolin importées de Chine et montées au pied levé avant la Coupe d'Afrique des Nations, que le Cameroun a accueilli du 9 janvier au 6 février dernier, continuent à tomber à un rythme interrogateur et à se déplacer par rapport à leur position initiale sur la structure, sous l'effet des pluies qui s'abattent sur la capitale et des vents violents. Comment est-ce que cela a été agrafé? Question. Comment est-ce que le travail a pu être réalisé alors qu'au départ, il y a eu plusieurs interpellations sur la qualité des matériaux utilisés? Comment comprendre que malgré les interpellations du MINSEP, les responsables des opérations internationales de McGill, entreprise canadienne adjudicataire du deuxième contrat de construction du complexe Olembe, soient silencieux? Comment comprendre qu'à ce jour, les documents réclamés par le MINSEP soient encore tenus secrets, notamment les fiches techniques, certificats de conformité et de garantie, attestations techniques d'expérimentation relatives à leur utilisation dans les conditions climatiques du Cameroun, des éléments de fixation, dispositifs d'accroche, boulons, support? Comment comprendre que de tels travaux ont été effectués sans aucun suivi et que malgré les injonctions du président de la République, on a fait semblant de réaggrapper, de réajuster et après on se retrouve dans un bis repetita? Savez-vous que l'affaire s'y avait été vue de loin? On avait proposé la toile, une toile avec design, comme l'indiquait Yohan Ropital, l'ancien directeur de projet McGill. Ce projet avait été balayé du revers de la main parce qu'il estimait que cette toile avec design qu'on devait placer allait rapidement se fatiguer. On a préféré opter pour les écailles de pangolin qui allaient donner plutôt un autre aspect beaucoup plus vivifiant. On a validé et à ce jour, il faut dire qu'on se demande est-ce qu'on avait fait le bon choix en choisissant ces écailles. Dans tous les cas, les vents sont si forts que cela s'écroule. Attendons de voir si les injonctions données par le président de la République seront respectées, tant ce stade aujourd'hui, vu de l'extérieur, amène à plusieurs questions. Alors, votre colère arrive à un moment où les différents employés des sous-traitants du stade Olembe, parce que pour du stade, parce que complexe c'est autre chose, du stade Olembe sont aujourd'hui, subissent des arrestations parce qu'ils revendiquent qu'on leur donne leur argent. C'est quand même extraordinaire. Les écailles tombent. Oui, mais c'est le problème de quoi? On avait donné 58 milliards. Mais le problème, c'est quoi? Ils n'ont pas travaillé. Ils veulent leur argent. Alors que McGill a embauché l'argent avec tout ce qu'il y a comme hauts fonctionnaires là-dedans. Donc, il y a un problème dans ce pays, c'est que les gens nous ont vanté la canne sucrée. C'est-à-dire qu'ils ont créé un faux concept, la canne sucrée. Et aujourd'hui, après la canne, nous sommes dans la mer, nous sommes dans le salé, dans le pimenté, parce que c'est grave ce qui se passe. Et donc ce stade ou ce complexe, ce que vous voulez, se retrouve comme étant une affaire de pacotille, dont on observe et on voit très bien que ce qui a été construit n'avait pas une durée de vie assez conséquente. Et donc voilà le problème. Et donc, bon, Bégan, avec autant d'argent dépensé dans cette affaire aussi foireuse comme on le voit, on se rend compte aujourd'hui de l'état de décrépitude avancée, de défectuosité des éléments qui ont servi à construire l'édifice. J'avais dit la chose là ici. On a dit que Mbongo était un archaïque, il ne peut pas, je vous avais dit ça.
avant même qu'on ne construisait, que ce stade n'allait rien donner. On dit, ah oui, votre Ngambi là, au départ, tout est faux, dès le départ. L'entreprise Pitini fait dans la bétonnière. Il a d'ailleurs un showroom ici à quoi qu'on connaît. On nous a fait croire que non, on va faire les préfabriqués, on va transporter par les montgolfières pour arriver ici. J'ai dit que l'histoire là n'est pas bonne. J'avais dit également que la banque montée Paschi de la Siena, qui devait donner l'argent à Pitini pour faire cette entreprise, que cette banque-là est en banqueroute, qu'on a attendu 4 ans. Que la banque est en faillite. Oui, pour que l'Union européenne recapitalise la banque pour enfin commencer à donner. Ça a duré au moins 6 ans. Or, le complexe devait porter le nom de Paul Biya. Ça veut dire que lui-même, l'entrepreneur en chef, je l'avais dit, il a mal négocié. Il a mal négocié. On nous a fait même venir le président italien ici. Je disais que c'est pas bon. Effectivement, Pitini n'a pas une mission. On a donc pris les Canadiens de McGill qui étaient au stade de l'unification, sont remontés. Comme c'était admis que le match d'ouverture doit se jouer là, on fait ce qu'on appelle au quartier. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Nous, à notre époque, on disait le Kotamnelam. Kotamnelam. Donc, on fait tout. Kotamnelam. Il faut absolument que ça se... Tous les rapports disaient que le stade n'allait pas être prêt, y compris le génie militaire. Mais comme il fallait absolument que le stade qu'on joue, la FIFA et la CAF sont rentrées elles-mêmes dans la magouille pour que ça se joue là. Finalement, ça a donné le résultat de Fadena. D'abord, les gens sont morts. Parce qu'en Fadena, en 71-72, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore indemnisé la population. De la même manière, les populations de Bédi, les pandas ne sont pas encore indemnisées jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand vous entendez... On les a casés. Ah, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Oui. Ah, je vous dis non, le litige reste d'actualité. Là, c'est la population de Bédi, parce que vous pensez que Bédi, c'est là-bas, après cité des palmiers. Oui, voilà, c'est le Bédi que vous les a placés là-bas. Ah, d'accord. C'est devenu Bédi. Mais non, d'accord. C'est devenu Bédi. Donc, je dis ici, quand vous enterrez les gens, vous dites souvent quoi? Que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Quand vous venez utiliser la terre, vous faites votre rapacité sur la terre parce que vous avez, ça aboutit à ça. Donc c'était le Kotamnelam. Même en mettant ça, je suis convaincu que ces gens savaient que c'est juste pour l'habillage là. Et quelques temps après, ça va se disloquer. Donc ils étaient conscients, ils étaient au courant, ils savaient. Il fallait faire le match d'ouverture et la finale et basta. Je vous pose une question. Oui. Pour vous, ce stade, il est maudit? Cette affaire d'Olembela, oui. C'est un endroit maudit parce que... Mais attendez, on a déjà fait les rites. Les gens sont morts là. Hein? Bien sûr. Mais justement, c'est ça qui nous montre que c'est un stade maudit. Tout comme Fadena. C'est des stades maudits. On monte, on descend, cette affaire-là... Il faudrait qu'on nous appelle les prêtres indigènes parce que vous tous ne savez pas. Qu'on fasse, qu'on appelle les ancêtres, qu'on leur dise que bon, voilà. Ce qui ajoute à la malédiction, c'est la cupidité et le caractère prédateur des gens qui sont autour. Ça rajoute à cette malédiction-là. D'accord. Dominique Audrey, est-ce qu'on peut dire que ce qui arrive à ce stade aujourd'hui, on pouvait s'y attendre? C'est comme les messages éphémères de WhatsApp. Vous savez, il y a un nouveau truc là. Oui. On peut vous 90 envoyer... jours. Non. C'est 90 jours, non? Vous voyez ça une fois et après ça n'existe plus. D'accord. C'est comme une image. Je vous envoie une image et j'active la disparition après vision du message, lecture du message ou de l'image et après basta. Donc ce stade est simplement à cette image. Après le premier usage, on peut jeter. C'est un stade d'emploi jeté, malheureusement. C'est triste de l'admettre, c'est triste de le reconnaître parce que lorsqu'on a observé l'ouverture
du moins la première dans ce stade-là, tout le Cameroun était en émoi. On était hyper contents. On avait également de quoi s'en vanter jusqu'à ce que les écailles commencent à pleuvoir. Et là, nos réalités, notre réel, notre souvent, notre comme ça a pris le dessus. Et aujourd'hui, on est contraint avec Bombok de reconnaître que effectivement les personnes qui étaient à la gestion de cela savaient pertinemment que c'était simplement fait à la va-vite. Il fallait absolument le faire pour que ce soit prêt au moment là, peu importe, même si ça avait le super glue collé seulement. Dès qu'on va jouer, les gens vont partir et après, ce qui viendra Voilà, après. Ça veut dire qu'on est avec des gens qui ne pensent pas sur la durée. On est avec des gens qui ne se projettent pas dans le temps. On est avec des gens qui ne pensent pas sur la longévité ou bien sur la longueur et tout. Et malheureusement, on ne peut aller nulle part avec des gens qui ne voient que le bout de leur nez. Malheureusement, on ne peut pas parce qu'on sera dans un perpétuel et un éternel recommencement. Si on a déjà payé pour installer ces écailles comme il se doit et qu'on ne l'a pas fait comme il se doit, ça va tomber et il va falloir repayer à nouveau pour réinstaller quelque chose qu'on avait déjà fait, qui aurait pu être fait valablement. Donc au final, je crois que on a des pasteurs qui ont déjà fait leurs preuves quand même dans le pays. Si Bombok évoque la thèse de la malédiction et tout, il y a des hommes de Dieu, des fervents chrétiens, des fervents croyants qui ont la foi, qui peuvent faire un travail important dans ces stades-là. Peut-être même, je crois que c'est le pays qu'il faut délivrer en entier. Je crois qu'on peut faire appel à Ah ouais, mais le Cameroun, à ce niveau-là, le Cameroun au niveau, il faut bien sûr, parce que quand vous avez des dirigeants qui sont aussi anti-patriotes et qui ne pensent pas au bien commun, à l'intérêt général. Alors, Isabelle Carole-Zoupette, je suis quand même dans ce entre-deux qui assiège ma pensée, mon esprit, sur le fait qu'on ne doit pas être surpris de ce qui arrive à ce stade aujourd'hui. Mais on doit quand même être un peu surpris, quand même un peu, non? Parce que quand on voit les sommes faramineuses qui ont été dépensées pour ce résultat-là, il y a de quoi être surpris. Moi, je vous pose une seule question. Le stade a été réceptionné quand? Non, ils ont parlé de recettes techniques. Il y a un terme qu'ils ont utilisé. Est-ce que ce stade a été réceptionné? Est-ce qu'on a eu ça? Oui. Est-ce qu'on a eu la cérémonie de réception officielle de ce stade? Ils nous ont dit qu'ils ont fait la recette technique. Même le stade Omnisport de Yaoundé. Et que la recette technique. Est-ce que ce stade a été réceptionné? Ça veut dire que c'est encore en chantier? Non, mais ils ont dit c'est Si un stade n'est pas réceptionné, ça veut dire qu'il est en chantier. Ouais, je sais pas. Ou alors ça veut dire que tout n'est pas fait. Ils ont pas de recette technique. Sinon, vous devrez... Ces gens nous ont fait le procès parce qu'on a dit, c'est la réception technique ou c'est la recette technique. Ils ont dit que non, c'est la recette technique qui veut aussi dire réception technique. Non, ils nous ont parlé d'un report, ils nous ont parlé de report, de date ultérieure, mais on a été surpris quand même que la CAN arrive et que la CAN se termine et que la date ultérieure n'a jamais produit une date. Donc ça veut dire qu'en réalité, jusqu'ici, on attend toujours cette cérémonie officielle de réception de ce stade. Par conséquent, le stade est en chantier. Dans ce cas, le stade est en chantier, ça veut dire que tout ce qui est là, ça veut dire que peut-être ce sont des matériaux provisoires aussi. Peut-être qu'il faut qu'on le mentionne. Ça veut dire qu'on n'a pas encore fait les travaux de finition. Des finitions. Voilà. Donc il manque simplement des travaux de finition. Et là, le stade sera complet et on procédera à cette réception pour dire comme qu'on accuse réception de que le stade est fini et en bonne et due forme. Donc ça veut dire que nos inquiétudes pour l'heure, à leur niveau, ne tiennent pas parce qu'ils ne nous ont pas dit qu'ils sont fin prêts ou du moins que le stade est fin prêt. Ils peuvent pas parce que ce serait quand même un gros démenti. Parce que non, on a payé pour un complexe. Non, on a payé pour un complexe. Les gars sont assez perplexes à Yaoundé. Ils sont un peu... Voilà, si vous dites que c'est pas fini, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont coincés parce que vous n'avez pas inauguré quelque chose qui n'est pas ça. C'était pas un stade, c'était un complexe. On a donc inauguré ça quand? Mais ils vont pas... Comment ils inaugurent? Ils ne peuvent pas inaugurer, justement. Mais si on inaugure pas, on accuse de réception. Non, ils vous disent que il y a d'autres choses à ajouter. Il y a les hôtels, il y a les piscines et tout ce qu'il y a à ajouter pour le complexe. Monsieur Fopoussi, on nous a parlé de report. On nous a parlé de date ultérieure. Et ça devait se faire avant le lancement de cette coordination. Avant c'était de ça n'a pas été un truc comme ça. Jusqu'ici. Sauf qu'on leur a dit que vous avez fait inaugurer quoi qui n'était pas le stade ou le complexe. C'est ça qui a été dit. Ça veut donc dire que nous ne nous plaignons pas dans ce qui arrive aujourd'hui. Si vous semez du maïs, vous n'allez pas récolter l'haricot. Si le suivi
est mauvais, est aussi défaillant. Et allez d'abord regarder les personnes qui géraient tout ce complexe. Parfois, c'est sur les réseaux sociaux qu'on donnait le temps, et là, le lendemain, vous voyez, on vous dit qu'il y a une forte délégation qui s'est mobilisée sur les lieux, qui vous dit comme quoi, qui rassure de ce que d'ici une semaine, d'ici 2 jours, les travaux seront fin prêts, ne vous inquiétez pas et tout. C'est pour le résultat qu'on a vu. Aujourd'hui qu'on a tourné la page de la CAN, où les regards sont venant vers la Côte d'Ivoire, les stades, qu'est-ce qu'on fait de ces stades? On en parle encore? On entretient? Qu'est-ce qu'on fait? Dans toute chose, on a besoin d'un système de maintenance. C'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on arrive aux mêmes échecs comme à l'aéroport. Ça veut dire que le système de maintenance est défaillant. C'est pour ça qu'on arrive à des inondations. C'est pareil pour des stades. On fait ce qu'on appelle des entretiens. On fait des suivis. Mais pour faire ce suivi, il faut d'abord qu'à la base, les matériaux choisis aient été de bonne qualité. Mais là, on nous fait savoir que c'était simplement la pacotille. Et si on parle de pacotille, ça veut dire que le maître d'ouvrage ou alors la personne qui était censée piloter ce chantier, soit était de connivence avec ces personnes, soit il s'est dit, ok, d'accord, comme j'ai eu ma part de gâteau, je me tais. Ça peut nourrir les gens au quartier. Alors, les gens vont prendre le poste. Mais Chalabel, on a été, permettez-moi l'expression, entubé. Alors, Permettez-moi l'expression. Mais dès qu'il se moque-t-on? il pleut actuellement à Yaoundé. Demandez à ceux qui ont fait un tour ou qui font les tours près du stade, avec les vents qui soufflent de ce côté, ils vous diront, bon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Dans un premier temps, le directeur du projet avait dit non, il fallait qu'on utilise une toile avec design. Vu qu'on ne peut pas s'en sortir, ça on peut le faire, c'est-à-dire on sort une toile sous forme bâche, on fait une grosse toile, comme on voit un peu dans d'autres pays. Le temps que la canne passe, on enlève et on commence le travail. On a dit non. On a parlé du il faut absolument respecter le chronogramme. Oui. Il l'a expliqué par maintes techniques qu'on ne pouvait pas arriver parce que ces écailles demandaient un travail minutieux pour leur pose. Monsieur Fopoussi, on l'a dit, vous n'avez rien à apprendre au Cameroun. C'est cette maquette qui est devant le chef de l'État. C'est ce qu'il veut voir quand il va arriver. Quel type de matériaux ont été utilisés pour les principes? Je ne parle pas du sol. Hein. Je vous épargne le sol, je vous épargne les pavés, je vous épargne tout ça. Quel type de matériaux a été utilisé? On nous enseigne que c'est des câbles qu'on a passés. Donc on a passé... Donc pour les fixer, on a pour les fixer. Non, on a passé les câbles d'abord. Oui. Et on a graffé donc sur les câbles. Quel type d'agrafe ou de boulons ont été utilisés? Est-ce que les écailles de pangolin ont respecté les normes? Ou alors on a fait du provisoirement définitif ou du définitivement provisoire? Qu'est-ce qui a été proposé? Parce que l'objectif, disait-on, c'était que le match d'ouverture soit en bling-bling, que tout s'ouvre, qu'on puisse découvrir. Monsieur Fopoussi, c'est beaucoup d'argent qui a été dépensé. Beaucoup d'argent qui a été dépensé pour la réalisation de ces écailles de pangolin. Rappelez-vous qu'en juin, le ministre a interpellé l'entreprise sur la qualité des matériaux. Parce que les premières informations faisaient déjà état de ceci que ces écailles venaient de la Chine, ça avait transité par les États-Unis. Il y avait déjà des interrogations. On n'a jamais répondu. On a dit au ministre, tais-toi, tu veux qu'on renvoie, laisse-nous agripper comme on pourra. Aujourd'hui, ça tombe. Aujourd'hui, d'autres infrastructures qui avaient été peintes à la chaux sont en train de décrépir, se défraîchir. Quel était l'objectif recherché avec plus de 163 milliards de francs CFA dépensés pour un projet comme celui-là? C'est la question qu'on est aujourd'hui appelé à se poser. Vous connaissez la réponse. On fait le semblant, on met dans la poche. C'est compliqué. La beauté d'un stade commence par l'extérieur. La beauté d'un stade commence par l'extérieur. L'intérieur n'est qu'un second plan parce que quand on entre, on veut voir directement là où la pelouse, est-ce que la piste d'athlétisme, c'est ça qu'on veut voir. Mais de l'extérieur, on attend que ces deux choses, la beauté. Aujourd'hui que le stade de l'Olembe
le stade Paul Biya est en train, son revêtement est en train de tomber, se défraîchir, parce que, allons plus loin, un stade comme celui-là, les Écailles de Pangolin, devait résister aux conditions climatiques du Cameroun. Allez voir, vous allez vous rendre compte que les couleurs sont défraîchies. Le soleil, il n'y a pas une étude qui avait été faite sur la qualité de ces pangolins, la résistance à la pluie, la résistance au soleil. On a pris des choses. Mais allez savoir combien ça a coûté. D'accord, ok. Ces écailles. Merci, on va s'arrêter là pour cette première partie du 10-12 le Zénith. Restez avec nous, une pause s'impose. Chante pour